On est parti pour une vidéo, il me semble, très attendue. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle petite vidéo Histoire de Saga. Je vous invite avant tout à aller voir après les 3 précédentes vidéos Histoire de Saga que j'ai faites, à savoir une sur Alien, une sur Karate Kid et une sur Jurassic Park. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une saga extrêmement populaire, peut-être la plus populaire de l'histoire du cinéma. Une saga qui compte officiellement on va dire 10 films, mais je me suis concentré uniquement sur la saga principale, c'est-à-dire la saga Harry Potter qui compte aujourd'hui et qui ne comptera toujours 8 films. Nous allons donc voir ensemble l'évolution de la production de la saga et donc des 8 films. Je vous donnerai également de temps en temps de petites anecdotes sur le tournage, sur la production, sur tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit, c'est parti, on commence. Tout commence en 1997, soit seulement 4 ans avant la sortie du premier film, année où la désormais célèbre romancière Joanne Rowling publie son premier roman qu'elle a écrit dans la misère avec un bébé à nourrir par tous les moyens. Pour plus de détails sur ce sujet, je vous invite à regarder l'excellent téléfilm J.K. Rowling, La magie des mots, disponible sur Prime Video. Bref, seulement un an plus tard, en 1999, plusieurs studios de cinéma proposent à Rowling d'adapter son roman sur grand écran, dont la Warner Bros, sauf qu'elle les déclinera toutes. Au final, après avoir été convaincue par les adaptations cinématographiques des romans Le Jardin Secret et La Petite Princesse, Rowling accepte que la Warner fasse de même avec son livre. On entre alors dans les années 2000, dans lesquelles entre en jeu un monsieur que vous connaissez très certainement, Steven Spielberg. En effet, le légendaire réalisateur était le premier à souhaiter mettre en scène le premier opus de la saga, seulement les choses vont très rapidement se compliquer lorsque Spielberg annonce à Rowling son premier choix concernant l'acteur qui incarnera le célèbre sorcier. L'acteur en question n'était autre que Haley Joel Osment qui, un an plus tôt et malgré son très jeune âge, avait littéralement époustouflé tout le monde dans Sixième Sens de M. Night Shyamalan. Rowling refuse catégoriquement ce choix, souhaitant impérativement le casting le plus britannique possible, elle et son œuvre étant elle-même britannique. Spielberg se retire alors du projet afin de se consacrer au film AI Intelligence Artificielle, avec justement Haley Joel Osment. J.K. Rowling trouve cependant assez rapidement un producteur, David Heyman, producteur de Je suis une légende, Yes Man, Gravity, Paddington, Once Upon a Time in Hollywood ou encore Marriage Story. Heyman engage alors le scénariste Steve Kloves, scénariste de The Amazing Spider-Man, pour se charger d'adapter le roman au cinéma, ainsi que le brillantissime John Williams pour la musique, compositeur des Dents de la Mer, de Star Wars, Superman, Indiana Jones, E.T., Maman j'ai raté l'avion, Jurassic Park et j'en passe. Seulement c'est bien beau tout ça, mais il manque quand même le plus important, à savoir un réalisateur. Un grand nombre de réalisateurs postulent alors pour donner vie au monde des sorciers, notamment Robert Zemeckis, M. Night Shyamalan, Tim Robbins ou encore Terry Gilliam. Au final, c'est le réalisateur américain Christopher Columbus, également célèbre pour avoir mis en scène Maman j'ai raté l'avion et Madame Doubtfire, qui s'en chargera. Concernant le casting, des milliers de jeunes garçons ont été auditionnés dans l'espoir d'avoir l'honneur d'incarner le héros de leur jeunesse, car oui, à l'époque, Harry Potter était déjà le héros des jeunes. Ils engagent finalement un parfait inconnu, qui ne l'est d'ailleurs plus vraiment aujourd'hui, un certain Daniel Radcliffe, qui à l'époque n'avait joué que dans un téléfilm et un film. Il sera accompagné de 2 autres inconnus, Rupert Grint et Emma Watson, qui se sont tous les deux principalement fait remarquer dans des pièces de théâtre amateurs. Pour l'anecdote, avant que le regretté Alan Rickman ne rejoigne le casting, c'est l'excellent Tim Ross qui devait interpréter le professeur Rogue, tandis que Robin Williams était pressenti pour donner ses traits au personnage de Hagrid, sans oublier que David Ziolis, qui jouera quelques années plus tard un autre rôle dans la saga, devait quant à lui incarner le professeur Quirrell. A noter également que l'acteur Rick Mayall devait jouer le rôle de Peeves, un fantôme au comportement régulièrement farceur que l'on rencontre assez fréquemment dans les romans, avant que toutes ces scènes ne soient définitivement supprimées. Le tournage du film démarre en septembre 2000, tandis que les tomes 2, 3 et 4 de Harry Potter ont déjà été publiés par Rowling. La majeure partie du long métrage est tournée en studio, comme les matchs de Quidditch, les scènes à Private Drive ou encore les banquets dans la grande salle, mais plusieurs décors réels ont tout de même été utilisés, comme la gare londonienne de King's Cross, le château d'Anwick, la cathédrale de Gloucester, l'Harrow School de Londres, la cathédrale de Durham, l'université d'Oxford ainsi que la bibliothèque bodléienne. Tous ces éléments sur lesquels je suis revenu forment donc le film Harry Potter à l'école des sorciers, sorti en 2001, qui raconte l'histoire de Harry Potter, un orphelin de 10 ans qui, après la mort de ses parents lorsqu'il n'était qu'un nourrisson, a été recueilli par son oncle Vernon et sa tante Pétunia qui, ne nous mentons pas, n'aime pas beaucoup leur neveu. Le jour de ses 11 ans, Harry reçoit le premier cadeau de toute sa vie, une lettre pour Poudlard, la célèbre école de sorcellerie. En effet, cette lettre apportée par le gardien des clés de Poudlard, un semi-géant nommé Hagrid, apprend au jeune homme que ses parents étaient eux aussi des sorciers et que son destin se trouve dans le monde magique dans lequel il accepte de s'aventurer. Si vous suivez ma chaîne, vous n'êtes normalement pas sans savoir que la saga Harry Potter est la première saga que j'ai vue de toute ma vie et sans doute l'une de mes préférées. Le premier opus n'est à mes yeux pas le meilleur de la franchise, mais les souvenirs d'enfance qu'il me procure restent immenses. La totalité de la bande originale du film est absolument dingue, toutes les musiques sont mémorables, le rythme est tout bonnement parfait, il est impossible de s'ennuyer, et enfin les effets spéciaux sont toujours aussi bons maintenant, et contrairement à ce que les gens disent, n'ont à mes yeux pas mal vieilli. Mais n'oublions surtout pas que 3 ans plus tôt, après le succès
international de son premier roman, J.K. Rowling en a écrit et publié une suite, Harry Potter et la Chambre des Secrets, en 1998. Lorsqu'une adaptation cinématographique du premier tome a été acceptée par l'auteur, il était bien évidemment déjà question d'en réaliser une à chaque nouveau tome des aventures du jeune sorcier. Pour ce qui est de l'adaptation sur grand écran du deuxième tome, David Heyman en reste le producteur et garde la même équipe, à savoir Steve Kloves au scénario, dont le travail d'adaptation sera à mes yeux particulièrement bon ici, et John Williams à la BO, ce deuxième opus proposant quelques nouvelles mélodies, une nouvelle fois plutôt mémorables, ainsi que le même réalisateur, Chris Columbus. En 2001, 3 semaines avant la sortie mondiale du premier film, le tournage du deuxième est déjà entamé avant que le tournage principal ne démarre 3 jours après la sortie en salle de ce qui deviendra un monument de la culture populaire, monument qui était déjà à l'époque très bien accueilli par la critique. La production du deuxième opus peut donc se poursuivre en toute sérénité dans les studios Leavesden à Watford, un studio que tous les fans de la saga connaissent désormais très bien. Le tournage aura également lieu à la gare de King Cross à Londres, mais également à la gare de Saint-Pancréas, la cathédrale de Gloucester, le château d'Alnwick, l'abbaye Sainte-Marie de Lacock, la cathédrale de Durham, la bibliothèque bodléienne, le village d'Abbots-Langley ou encore l'université d'Oxford. Sur le casting, on pourrait croire qu'il n'y aurait pas énormément de choses à dire, mais le travail des directeurs de casting est à nouveau soulignable. En effet, des 8 nouveaux acteurs et actrices rejoignant la saga dans ce deuxième volet, 4 d'entre eux ont, à mes yeux, marqué eux aussi la saga. Pour commencer, l'extraordinaire Kenneth Branagh, que l'on a récemment vu dans Dunkerque et Tenet de Christopher Nolan, mais aussi le non moins extraordinaire Jason Isaac, qui interprète avec brio le méchant le plus charismatique des 8 films. Sans oublier Mark Williams et Toby Jones, 2 acteurs également excellents. En 2002 sort alors la suite des aventures de Harry Potter, nommée Harry Potter et la Chambre des Secrets, toujours réalisé par Chris Columbus comme dit tout à l'heure. Presque 2 mois après avoir temporairement quitté Poudlard pour les vacances d'été, Harry Potter reçoit dans sa chambre chez les Dursley la visite d'une étrange créature, un elfe de maison baptisé Dobby qui le met en garde quant à sa sécurité à Poudlard. En effet, l'elfe annonce au jeune sorcier que l'école est en danger et qu'il ne serait pas raisonnable d'y retourner. Son amour pour son école, pour le monde des sorciers et pour ses amis étant plus puissant que les révélations faites par Dobby, Harry décide de quand même retourner à Poudlard. Reste à savoir si c'était la meilleure des choses à faire. Je vais peut-être me faire taper dessus, mais tant pis, pour moi ce deuxième volet est encore meilleur que le premier. Le film fait beaucoup moins enfantin et propose des choix scénaristiques, une mise en scène et des musiques plus sérieux. Comme dit tout à l'heure, les quelques nouveaux acteurs sont tout bonnement excellents et je trouve le rythme toujours incroyable, au point de n'avoir appris que très récemment que le film durait presque 3 heures. 3 heures que je n'ai donc jamais vu passer. On refait un bond dans le temps afin de revenir en 1999, soit 3 ans avant la sortie du deuxième film et 2 ans avant l'arrivée du premier, année où Rowling publie le 3e tome de Harry Potter nommé Le Prisonnier d'Azkaban. Les 2 premiers opus de la saga cinématographique étant sortis à 1 an d'intervalle, il aura fallu être un tout petit peu plus patient pour ce 3e film. En effet, le réalisateur Chris Columbus annonce qu'il ne mettra pas en scène le 3e afin de consacrer plus de temps à sa famille. Columbus en restera quand même le producteur aux côtés de David Heyman qui lui reste à la barre. Mais il faut tout de même trouver un nouveau réalisateur pour se charger de donner vie à ce 3e roman. Plusieurs metteurs en scène sont alors approchés, parmi lesquels l'extraordinaire Guillermo del Toro, ou encore Mark Foster, Kelly Khoury, Kenneth Branagh, donc l'acteur qui a incarné le personnage de Gilderoy Lockhart dans le deuxième film, ainsi que le Tim Burton mexicain, j'ai nommé Alfonso Cuarón. Ce dernier s'avère hésitant, mais est presque forcé par Guillermo del Toro de lire les livres de Rowling, et finit par accepter le poste, au grand bonheur de l'écrivain qui a adoré son dernier film, Y tu mamá también. D'ailleurs, pour l'anecdote, peu de temps avant de démarrer le tournage du film, Cuarón est nommé à l'Oscar du meilleur scénario original pour Y tu mamá también. A noter également que John Williams poursuit son travail dans la saga, tout comme le scénariste Steve Kloves. Les nouveautés du deuxième film par rapport au premier concernant le casting ayant mine de rien été assez minimes, il faut avouer que ce 3e opus propose quelques nouveaux acteurs et actrices, comment dire, exceptionnels. Tout d'abord, après le triste décès de l'acteur Richard Harris, interprète du professeur Dumbledore dans les 2 premiers volets de la saga en 2002, c'est l'excellent Michael Gambon qui le remplace jusqu'à la fin de l'aventure Harry Potter. Notons aussi la présence de David Thewlis qui lui aussi continuera à jouer le rôle de Remus Lupin tout au long de la saga, ainsi que l'extraordinaire casting de l'extraordinaire Gary Oldman, que vous connaissez tous pour ses très nombreuses performances remarquables. 2 autres acteurs que j'aime aussi beaucoup intègrent également la troupe, Emma Thompson et Timothy Spall. Concernant le tournage, même si la majorité des scènes furent également tournées à Watford, il est enfin temps pour l'équipe de Harry Potter de se rendre en Écosse afin d'embellir le tournage du film. Plusieurs scènes sont notamment jouées dans la sublime vallée de Glencoe, là où Daniel Craig viendra quelques années plus tard jouer quelques scènes de Skyfall, tandis que plusieurs lochs ont été utilisés pour donner vie au lac de Poudlard, enfin représenté sur grand écran. Quelques autres scènes du film ont en revanche été tournées à Londres, notamment au Lambeth Bridge et au Porrock Market. Nous parlons donc depuis quelques minutes du film Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, réalisé par Alfonso Cuarón et sorti en 2004, soit 2 ans après l'arrivée du deuxième opus, alors que J.K. Rowling a déjà publié les 2 tomes suivants. Mais n'allons pas trop vite, dans ce 3e opus, Harry Potter entre en 3e année d'études de sorcellerie à Poudlard. Heureux de revoir ses amis et de poursuivre son apprentissage, tout va légèrement se compliquer lorsque le sorcier criminel Sirius Black s'évade de la sordide prison d'Azkaban. En effet, la rumeur court comme quoi Black se serait échappé dans l'unique but de trouver le célèbre Harry Potter, 12 ans après avoir été enfermé pour avoir prêté main forte à Lord Voldemort,
assassin des parents du jeune magicien. Même si je n'aimais pas trop ce film lorsque j'étais petit, je le trouve absolument excellent aujourd'hui. La réalisation burtonesque d'Alfonso Cuarón est juste parfaite et le changement d'ambiance par rapport à La Chambre des Secrets n'est pas vraiment gênant. Les musiques de John Williams sont extrêmement différentes de celles qu'il nous avait proposées jusque-là, ce qui permet de proposer un travail de nouveau mémorable, en plus d'innovant et d'original. En 2000, soit 4 ans avant tout ce que l'on vient de dire, l'auteur J.K. Rowling écrit et publie le 4e volume de sa série littéraire, qu'elle nomme La Coupe de Feu. Et oui, La Coupe de Feu était déjà écrite, que la saga de films n'avait même pas encore démarré. Malheureusement, pour une raison que l'on ne connaît pas vraiment, le réalisateur Alfonso Cuarón décide de ne pas retourner derrière la caméra pour mettre en scène l'adaptation cinématographique de ce 4e tome, et cède sa place au premier metteur en scène britannique à travailler sur la saga, Mike Newell, réalisateur de 4 mariages et un enterrement, ou encore de Donnie Brasco. David Heyman et Steve Kloves, quant à eux, sont toujours présents au poste de producteur et de scénariste, tandis que John Williams cède sa place de compositeur à un certain Patrick Doyle, un compositeur ayant déjà travaillé avec Alfonso Cuarón, Kenneth Branagh ou encore bien évidemment Mike Newell. Pour la distribution des rôles, la seule condition que J.K. Rowling avait donnée aux équipes était de faire en sorte que les personnages étrangers du film, soit les Bulgares et les Français, soient interprétés par des acteurs de même origine. Pour le rôle de Victor Krum, joueur de Quidditch bulgare et élève à l'école de Durmstrang, c'est l'acteur bulgare Stanislav Janevski qui s'y prêtera, tandis que l'actrice française Clémence Poésy est choisi pour donner ses traits au personnage de Fleur de la Cour. Le souhait de Rowling ne sera cependant pas totalement respecté puisque Predrag Bielak, l'acteur choisi pour interpréter Igor Karkaroff, n'est en fait pas bulgare mais serbe. Concernant l'école de Beauxbatons, l'actrice incarnant Madame Maxime, la célèbre France de la Tour, n'est absolument pas française mais anglaise, tout comme Angelica Mondi, l'actrice de Gabriel. Pour ce qui est des nouveaux acteurs britanniques, on peut saluer la présence du génialissime Brendan Gleeson, du trop mal aimé Robert Pattinson, de l'extraordinaire Ralph Fiennes ou encore de l'hilarant David Tennant. Tout ça forme le 4e opus de la saga Harry Potter, baptisé Harry Potter et la Coupe de Feu, sorti en 2005 et réalisé par Mike Newell. Le jeune sorcier Harry Potter retourne au collège Poudlard afin d'entamer sa 4e année d'études. Seulement, c'est une année pas comme les autres qui attend les élèves de l'école, puisque Poudlard organise durant toute l'année le tournoi des 3 sorciers, un tournoi opposant 3 étudiants de 3 écoles de magie différentes, dans 3 tâches mortellement dangereuses. Harry va malgré lui devenir le 4e participant du tournoi et devra, malgré son trop jeune âge, concourir et tenter de survivre tout en poursuivant ses études à Poudlard. Je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais ce 4e volet a toujours été et sera toujours mon préféré de la saga. Je pense qu'objectivement il y a mieux, mais à titre personnel j'ai toujours trouvé l'histoire fascinante. Le monde des sorciers est enfin approfondi avec l'arrivée des écoles françaises et bulgares, le film en lui-même est parfaitement rythmé, les acteurs sont comme toujours excellents, tout comme les musiques malgré l'absence de John Williams. Suite au 4e succès mondial consécutif pour Warner Bros et David Heyman, ces derniers s'empressent de démarrer la production de l'adaptation sur grand écran du 5e volume des aventures de Harry Potter et de ses amis, nommé L'Ordre du Phénix, écrit par J.K. Rowling et paru 2 ans plus tôt en 2003. Initialement, Mike Newell, le réalisateur du 4e film, devait revenir derrière la caméra pour le 5e, ce que le metteur en scène refusera finalement. Plusieurs potentiels remplaçants sont alors approchés pour succéder à Mike Newell, comme Guillermo del Toro, auparavant déjà approché par la Warner pour réaliser le 3e opus, Jean-Pierre Jeunet, réalisateur d'Alien 4, ou encore Matthew Vaughn, metteur en scène de Kick-Ass, X-Men et Kingsman. Finalement, c'est le réalisateur inconnu David Yates qui s'en chargera. Côté musique, Patrick Doyle cède son poste à un certain Nicolas Hooper, un compositeur à la carrière très peu fournie mais qui, il faut le reconnaître, propose un excellent travail dans ce film. Le scénariste des 4 premiers volets de la saga, Steve Kloves, décide également de s'en aller et est remplacé par le scénariste de Contact, Peter Pan, Green Lantern et Artemis Fowl, Michael Goldenberg. Le casting du film est encore une fois soulignable et propose l'arrivée de 4 très bonnes actrices, parmi lesquelles la mal aimée Imelda Staunton, la trop peu castée Evanna Lynch, mais également Natalia Tena et l'extraordinaire Helena Bonham Carter. A noter qu'à la base, le rôle de Bellatrix Lestrange devait être retenu par la regrettée Hélène McCrory. Elle fera tout de même son arrivée dans la saga dans le rôle de la sœur de Bellatrix, Narcissa Malfoy, dans le prochain film. Tout ça nous amène au 5e opus de la saga magique, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, réalisé par David Yates et sorti en 2007. Après le terrible retour de Lord Voldemort, dont Harry fut le témoin l'été dernier, la communauté du monde magique fait rapidement comprendre aux jeunes sorciers qu'il est le seul à croire une chose pareille. Dans le but de surveiller Harry et Dumbledore, qui est l'un des seuls à croire notre héros et dont le comportement ne plaît pas, le ministre de la Magie Cornelius Fudge impose à Poudlard comme professeur de défense contre les forces du mal la très sournoise Dolores Ombrage. Seulement, Harry et ses amis vont vite se rendre compte qu'Ombrage ne compte rien faire pour les préparer à la menace qui les attend et vont alors mettre sur pied leur propre groupe de défense. Les 5 premiers films de la saga, on est sans doute sur celui que j'aime le moins. Cela dit, je l'ai toujours apprécié et je l'apprécie toujours. La nouvelle période sombre du monde des sorciers est très bien introduite, les quelques nouveaux personnages ont tous leur utilité, les acteurs sont de nouveau excellents et pour un premier film à gros budget, je trouve que David Yates s'en sort très bien. Je pense que vous connaissez à comprendre le mécanisme. En 2005, alors que le 5e film n'est pas encore sorti en salle, Rowling publie le 6e et avant-dernier tome des aventures du jeune sorcier,
Le Prince de Sang Mêlé. Peu après la sortie du 5e opus, David Yates signe avec Warner Bros son retour en tant que réalisateur et devra donc assumer la lourde charge de donner vie à ce 6e roman. Le studio engage également le directeur de la photographie français Bruno Delbonnel, habitué des films de Jean-Pierre Jeunet ou encore de Tim Burton, tandis que Nicolas Hooper revient en tant que compositeur après son travail remarquable dans le volet précédent. Steve Kloves, quant à lui, fait également son retour en tant que scénariste après avoir décidé de ne pas se charger de l'adaptation de l'Ordre du Phénix. Je l'avoue, le nombre de nouveaux personnages et donc de nouveaux acteurs est un peu moins alléchant que lors des précédents films de la saga. Cependant, il faut quand même noter la présence de Horace Slughorn, le personnage le plus drôle des 8 films, et incarné par un acteur de génie, Jim Broadbent, ainsi que l'arrivée de Helen McCrory, dont j'ai déjà brièvement parlé. Ce 6e opus propose tout de même plusieurs nouveaux lieux très intéressants, dont les scènes ont en partie été tournées en Irlande. Je parle par exemple de la boutique de farce à trappe des Weasley, l'orphelinat de Tom Jedusor, le village de Buddy Baberton, l'impasse du tisseur ou encore la mystérieuse tour d'astronomie. C'est justement au sommet de cette tour que se clôt le 6e épisode de la saga, baptisé Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, sorti en 2009 et de nouveau mis en scène par David Yates. Le monde des sorciers vit maintenant dans une période des plus sombres et dangereuses. En effet, le retour du Seigneur des Ténèbres a été officialisé et les Mange-Morts commencent à semer la terreur partout où ils passent. Le très puissant directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, sait pertinemment que le combat qui attend Harry est imminent et décide donc d'aider le jeune homme à en apprendre plus sur l'assassin de ses parents. Comme pour le prisonnier d'Azkaban, j'avoue avoir eu beaucoup de mal avec ce film étant plus jeune. Aujourd'hui, certes, c'est loin d'être mon préféré de la saga, mais je n'ai pas peur de dire qu'objectivement, c'est lui le meilleur. Sans exagérer, la réalisation de David Yates est digne d'un Oscar, les musiques de Nicolas Hooper sont ultra mémorables, la photographie est la plus intéressante des 8 films et surtout, cet opus regroupe absolument tout. Du sombre, de l'humour, de l'horreur, des développements de personnages, du suspense, de l'épique, de l'émotion, bref, ce film est une pépite. Il est donc temps de conclure la saga. Pour ce faire, l'équipe de production de David Heyman va sans surprise se pencher sur l'adaptation cinématographique du dernier roman consacré aux aventures de Harry Potter, Les Reliques de la Mort, publié en 2007. Seulement, le producteur exécutif Lionel Wigram se rend très vite compte qu'il serait ici plus intéressant d'améliorer la fidélité de l'œuvre par rapport au livre, et propose alors à David Heyman de scinder le dernier épisode de la saga en 2 parties bien distinctes. D'abord réticent, Heyman relit le livre et accepte cette proposition. Alors que Warner Bros a déjà l'idée de reprendre David Yates, réalisateur des 5e et 6e films, en tant que metteur en scène, les réalisateurs Alfonso Cuarón, réal du 3e opus, et Guillermo del Toro, qui a souvent été approché pour donner vie au roman de Rowling, sont également approchés. C'est finalement bel et bien David Yates qui se chargera de la réalisation de ces 2 derniers films, ce qui fera de lui le plus fidèle réalisateur de la saga. Au niveau du scénario, Steve Kloves signe son retour, tandis que le compositeur français à la carrière extraordinaire, Alexandre Desplat, fait son arrivée dans la troupe et empêche John Williams de faire son grand retour dont il avait apparemment plutôt envie. Au casting, aucune grande nouveauté si ce n'est l'arrivée de Peter Mullan dans l'infâme rôle de Yaxley. Néanmoins, la totalité des grandes stars de la saga sont ici réunies pour l'ultime bataille, et ça, c'est très cool. Concernant le tournage, on ne change pas les traditions et c'est comme toujours au studio Leavesden que se tient le début du tournage, ayant un budget total de 250 millions de dollars. Au niveau des autres lieux de tournage, on peut notamment citer la forêt de Swinley qui aura servi à la majorité des scènes à l'extérieur. Ont également été utilisés les studios Pinewood à Londres, le village de Levenham qui a servi à représenter Godric Solo, mais également les falaises de Malham Cove et plus simplement la ville de Londres. On enchaîne avec une assez triste anecdote mais qui mérite d'être abordée. Pendant le tournage du film en janvier 2009, la doublure de Daniel Radcliffe, David Holmes, percute un mur pendant une cascade aérienne au studio de Leavesden et se brise la nuque. Suite à cet accident, le cascadeur est condamné à être paralysé toute sa vie et à, par conséquent, mettre fin à sa carrière. Tout ça nous ramène à la conclusion tant attendue de la saga cinématographique qui sera, comme prévu, coupée en 2 parties, bien que la production et le tournage aient englobé la totalité du 7e livre. Toutes 2 réalisées par David Yates, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1 sort en 2010, tandis que la seconde partie sort en 2011. Alors que Lord Voldemort étend son pouvoir au point d'avoir le plein contrôle sur le ministère de la magie ainsi que sur Poudlard, Harry Potter et ses 2 plus fidèles amis, Ron et Hermione, se lancent dans leur quête de destruction des Horcruxes, ce qui permettrait enfin de vaincre le Seigneur des Ténèbres. Même si j'avoue ne pas souvent terminer mes marathons Harry Potter sur ces 2 films, l'émotion de la fin étant beaucoup trop grande, je reconnais bien volontiers que ces films sont très bons. Encore une fois, ce ne sont absolument pas mes préférés, mais la première partie est efficace dans ce qu'elle cherche à faire, à savoir calmer le rythme des précédents opus, tout en élargissant le monde des sorciers, tandis que la seconde partie est un parfait thriller de divertissement avec de l'émotion, du suspense, de l'épique, des effets visuels de dingue, etc. Vous l'aurez compris, j'aime tous les films de la saga, mais si vous voulez connaître en détail mon classement des aventures de Harry Potter, je vous renvoie à une vidéo qui pourrait vous intéresser en haut à droite de votre écran. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour un Pourquoi j'aime, d'ici là je vous dis à très bientôt, salut.